Nous passons maintenant au Togo. Nana Akufo-Addo, chef d'État ghanéen, facilitateur de la CEDEAO dans la crise sociopolitique togolaise, a accordé le dimanche dernier un entretien à 3 médias internationaux. Il est revenu donc sur la médiation en étant très clair. La médiation est terminée depuis le 22 décembre dernier, mais il a dit que les discussions se poursuivent pour le consensus final. Il dit, je cite, la médiation est terminée, mais on est toujours en discussion avec les responsables du Togo, aussi bien de l'opposition que de l'État, pour essayer de pousser les gens vers le compromis, vers le consensus sur la façon d'aborder l'avenir du Togo. Et sur la question même de l'alternance, il a estimé que c'est un problème des Togolais. En tant que leader du Ghana, ce n'est pas à moi de dire cela, c'est un problème du Togo. Le plus important, c'est qu'ils arrivent à avoir une vie normale. Alors, Abel, on voit clairement Nana Akufo-Addo, il le dit, il n'est plus médiateur, mais quand il dit qu'on continue d'avoir des discussions avec les deux parties, ça veut dire que malgré la fin de la médiation, ils comprennent que ce n'est pas la fin du problème. Oui, en même temps, dans un premier temps, je dirais que je condamne le fait que déjà sur des réseaux sociaux, certains médias, on essaie de commencer par s'en prendre à la personne même de Nana Akufo-Addo, alors que c'est une personne qui a été portée très haut. Il fut un certain temps au Togo ici. Et quoi qu'on dise, pour moi, c'est un grand homme. Et un grand homme, c'est dans des moments de défaite qu'on le reconnaît. Et Addo, il a perdu des élections au Ghana, mais en bon patriote, il a su mettre l'intérêt du Ghana au-dessus de tout. Et la seconde que je voulais dire, si la médiation est terminée, ce qui est normal, ce qui n'est pas, je dirais, une information, puisqu'on le savait. En quelle qualité continue-t-il les discussions de couloir avec les acteurs? Est-ce que véritablement les membres de la C14 continuent par porter leurs doléances vers ou à Nana Akufo-Addo? Si oui, en quelle qualité s'adresse-t-il ou quelle qualité donne-t-il toujours à Nana Akufo-Addo pour qu'on puisse porter vers lui ses doléances? Quoi qu'on dise, il a dit des choses que j'ai trouvées assez intéressantes dans son interview, je crois, accordé à RFI Le Monde et TV5 Monde. Justement, à l'international. Et je crois que les acteurs politiques togolais, surtout de l'opposition, doivent un peu aller à l'école du compromis. Et c'est fondamental, c'est ça la politique. Quand vous n'avez pas le rapport de force, ce n'est pas la peine de chercher la confrontation. Vous pouvez être beau populaire. Vous voyez aujourd'hui Martin Fayulu, qui, pris isolément, n'est pas populaire. Il n'est que, excusez-moi l'expression, l'homme de lui-même. Mais il a été soutenu par des gens, Jean-Pierre Bemba et Katumbi, qui font qu'aujourd'hui, il a une très grande force en RDC. Mais vous verrez que son action va s'effriter au fil du temps parce qu'il n'a pas le rapport de force. C'est tout simplement ça. Et pour revenir au Togo, l'opposition doit comprendre qu'en l'état actuel des choses, elle n'a pas le rapport de force. Et quand vous n'avez pas de rapport de force, mais il faut être politique. Il faut savoir faire du compromis. Je n'ai pas dit de la compromission, mais il faut réfléchir. La politique, ce n'est pas si facile comme on le pense ici. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois perdre? Et si je donne ceci, c'est un peu comme des cartes. Si je donne ceci, ou si je perds ceci, est-ce que je suis sûr de retrouver autre chose qui est plus importante que ça là, que d'être là derrière des slogans, d'être là à faire des incantations, à dire comme s'il suffisait de dire pour que cela soit. Maintenant que Nana Akufo-Addo s'estime, je ne sais pas, comme je l'avais dit, en quelle qualité, qu'il est important encore d'accompagner les acteurs. Si les acteurs le font confiance, tant mieux. Maintenant, nous sommes à l'orée, pour finir, nous sommes à l'orée d'une élection, notamment celle présidentielle de 2020. Est-ce que ça serait encore un face-à-face comme on l'avait vu en 2017-2018, ces 14 pouvoirs, où d'autres personnalités vont émerger, peut-être de l'opposition ou de façon surprenante du pouvoir? Ça serait le wait-and-see. Alors justement, la question d'Abel est intéressante concernant les mots. En quelle qualité Nana Akufo-Addo aujourd'hui dit « Nous continuons de discuter avec les acteurs des deux camps », selon vous? Je pense que le président ghanéen, d'abord le Ghana c'est un pays voisin. Quand ça pète au Togo,
le Ghana ressent rapidement les effets. Il a reconnu même dans l'interview. Et inversement, quand ça pète au Ghana, le Togo a beaucoup de réfugiés ghanéens, ça on oublie de le dire aussi. Donc le président ghanéen comme son homologue togolais ont intérêt à collaborer pour que la paix règne dans leurs deux pays. C'est très important. Et quand il reste des reliquats de la crise de 2017-2018, il est normal que les contacts continuent dans le sens de trouver une solution durable. Ado n'a pas mandat encore de quiconque pour discuter des problèmes togolais, mais en tant que voisin, responsable voisin, connaissant le dossier des Togolais, et que le contact étant aussi facile entre les deux premiers responsables des deux pays, je pense qu'il va de soi que le président ghanéen continue d'apporter du sien si ça peut être utile à régler le problème togolais. L'opposition togolaise et le pouvoir en place ont suffisamment montré qu'ils ne peuvent pas s'asseoir et discuter entre fils d'un même pays et s'entendre sur l'essentiel, sur ce qui construit le pays. On préfère faire confiance à l'étranger, comme si un jour une main puissante viendra de l'extérieur, balayer un camp pour laisser les autres vivre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et à l'heure actuelle, il faut toujours ce contact diplomatique, même au sens informel, pour que c'est une bonne volonté qu'a exprimé le président Ado. Ce n'est pas une mission qu'il se donne, mais il trouve que c'est nécessaire de continuer à discuter jusqu'à ce que toutes les questions soient complètement vidées pour que les deux pays vivent tranquillement. Francisco, mais à demi-mot, quand il dit que le contact continue, à demi-mot, est-ce qu'il ne reconnaît pas que tout ce qu'ils ont eu à faire n'a pas résolu le problème au fond? Oui, ça peut se dire ainsi, que le contact continue. Mais à quelle fin? À quelle fin? On vient de montrer, on vient de débattre sur le cas du Nigeria, où ils n'ont pas eu à avoir besoin de quelqu'un pour reporter une élection, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Mais dès lors qu'au Togo, quelque chose se passe, c'est toujours à l'extérieur on s'adresse, comme si nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables. Et j'ai vu le président togolais, je crois qu'il a été reçu par le président ghanéen. Et je ne sais pas à quelle fin, si lui-même au Togo, en tant que premier responsable, et depuis 2005 à la tête du pays, et que quand les citoyens lui adressent un courrier, chef de l'État, je vais vous rencontrer. Quand des hommes politiques lui adressent les courriers, qu'ils ne répondent pas et qu'ils aillent ailleurs pour, je ne sais pas, aller demander qu'on serve encore d'intermédiaire, la première volonté viendra du chef de l'État. Sa capacité d'accepter qu'au Togo, j'ai des gens qui ont des idées qui sont différentes de la mienne et qu'on s'asseye, qu'on parle et qu'on se comprenne pour le bien du pays. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, je ne sais pas qui est ce Togolais qui va lever le doigt, qui dit que je me sens bien, mes activités marchent à merveille et je ne suis soucieux de rien. Parce que au même moment, dans les autres pays également, c'est pas si rose que ça. Oui, c'est pas si rose que ça, parce que le Togo ne devait pas être ce que nous voyons. Parce que quand on a choisi de rester dans le pays, on avait de l'espoir que les choses iraient mieux. Sinon, il y a beaucoup qui seraient partis en aventure. Il y a des gens qui ont décidé de rester parce qu'ils ont cru en leur pays, ils sont des patriotes. Mais aujourd'hui, c'est le minimum qu'on devait faire pour que le pays marche. Mais vous voyez aujourd'hui, même des petits disputes de quartier, ça devient pratiquement... sur un terrain de foot, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus le jeu. Et donc, c'est l'aigreur, oui, mais c'est-à-dire que tout la crise économique, les ressentiments politiques et tout ces
ces choses ça s'accumule. C'est dans un volcan, ça dans dans la circulation, mais on s'en prend en vous. On vous insulte en désordre. C'est vrai que quelqu'un m'a dit qu'il suffit de regarder les Togolais en circulation pour savoir qu'ils ne sont pas heureux parce que personne ne sourit. Non, mais je ne sais pas si c'est non, vrai. Mais pas personne ne sourit, mais les agressions sont trop... C'est systématique. C'est systématique, c'est systématique. Dans la circulation, moins de choses, on vous insulte. On remonte même vos généalogies. Oui, quand vous voyez, entre-temps, c'était sur même les voitures, les motos, tout le monde collait, et Dieu. On en arrive là, que les gens estiment qu'ils n'ont plus confiance aux autorités politiques, à la gouvernance, se confient à Dieu. Après, quand aussi Dieu ne va pas, c'est les agressions, les choses qui vont arriver. Abel, maintenant continuons toujours de parler des propos du président ghanéen, la discussion là qui continue, est-ce que ça veut dire que, puisqu'on a déjà une assemblée avec des députés, et quoi qu'on veuille, il y a une opposition au Parlement actuellement, eux continuent d'être out et on discute avec ceux avec qui on a commencé? À mon avis, la véritable discussion n'a pas encore commencé. Parce que, souvenez-vous, quand il y a eu le soulèvement du 17 août, personne ne parlait des élections législatives. Du 19 août plutôt, 2017, personne ne parlait des élections législatives. Et avant même l'organisation des élections, il était recommandé par la feuille de route un certain nombre de réformes. Et on constate qu'aujourd'hui, ces réformes-là ne sont pas encore faites. Et c'est vrai, il peut continuer pas à avoir des discussions, puisque ne nous trompons pas, ne faisons pas la politique de l'autruche. Les questions togolaises ne sont pas encore réglées. Certes, on sent un certain essoufflement des militants de la C14 ou de la C combien si vous voulez, mais le problème demeure. Et 2020, la question de la candidature du chef de l'État, qui par ailleurs n'est pas une question juridique, autrement elle serait déjà réglée parce que nous avons des tests, est une question politique, demeure. Et en dehors de cette question d'élection présidentielle de 2020, il y a toujours la question des réformes. C'est vrai, nous avons un nouveau Parlement, ou disons, pour être plus précis, une nouvelle Assemblée nationale, mais depuis, on ne voit pas encore les réformes, malgré le fait que ceux-là qu'on accusait à tort ou à raison de bloquer les réformes ne sont pas à l'Assemblée nationale. Hier, on me disait qu'il y a un certain nombre d'actes qu'on ne peut pas poser si l'Assemblée n'a pas fait de rentrée solennelle. Bien évidemment. Donc, l'acte de réforme constitutionnelle ne peut être connu que par une Assemblée qui a fait sa rentrée donc après avril, le deuxième mardi d'avril. Oui, et je suis totalement d'accord. Maintenant, il faut se poser la question de savoir si cette réforme est une urgence sur la nation ou pas. Si c'est une urgence, on peut convoquer de façon exceptionnelle une section pour pouvoir voter cette loi-là. Si ce n'est pas une urgence, on attendra logiquement et je dirais même juridiquement la section de, je crois que c'est le second mardi du mois d'avril, pour pouvoir commencer, s'il y a une volonté politique, par opérer les réformes. Qu'à cela ne tienne, moi je le dis, et l'ami a souligné une chose importante, entre Togolais, on sait discuter quand il s'agit par exemple de rehausser le salaire des députés. On n'a rien attendu. On n'a pas eu besoin d'un facilitateur venant de l'extérieur par rapport à ça. Quand il s'agit de la nationalisation, par exemple, de l'hôtel de 2 février, on n'a pas eu besoin d'une facilitation. Et donc, s'il y a une certaine volonté politique de la part d'autres, mais les acteurs politiques togolais, qui sont par ailleurs des gens brillants, il ne faut pas penser que sont les plus cancres de la sous-région, non, sont des gens brillants, donc ils peuvent, s'il y a une certaine volonté, guidés par l'art du compromis, ils peuvent toujours trouver des solutions pour nous épargner de ces énergies-là, et de ces mêmes, en dehors des énergies, de tout ce que nous perdons, de façon, ou en termes de finances, dans les organisations des marches, mais même dans la contestation du régime en place, parce que au-delà même des marches, il y a de l'incivisme que nous posons et qui crée des problèmes également à l'État. Pour en finir, j'aimerais aussi aborder la récente interview d'Edem Kodjo, qui n'est plus présentée, accordée à l'alternative, pour dire je comprends que plusieurs, surtout de l'opposition, aient grossi le cœur quand il s'agit de cette facilitation de Nana Akufo-Addo et consorts, mais l'élégance
politique voudrait qu'on ne s'attaque pas aux individus, qu'on s'attaque plutôt à leur œuvre ou à leur mission, parce qu'on ne sait jamais, demain on peut avoir besoin de ces mêmes individus. Oui. Oui, j'allais rappeler un tout petit peu qu'en réalité, les déplacements du chef de l'État togolais vers les pays voisins, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas à l'occasion de la crise que nous avons vécue. Depuis les prédécesseurs de Ado, il y a eu toujours ce contact régulier sur des questions précises d'intérêt commun entre le Togo et le Ghana. Et ce n'est pas, je ne crois pas nécessairement que ce soit à cause de cette crise-là que le président du Togo consulte... Si Constant le permet, rien n'exclut même que cette crise soit abordée dans les divers. Voilà. Parce que nous avons des conflits territoriaux, il y a des affaires de milliards qui attendent. Exactement. Justement, donc, le Togo et le Ghana actuellement discutent de la frontière maritime. Exactement. Il y a des questions plus importantes. Oui, d'ailleurs, les reliquats... Si le peuple n'est pas informé... Jusque-là, je ne conteste pas que le peuple soit informé ou non, ça puisse poser problème, mais je trouve qu'il y a des questions plus importantes aujourd'hui par rapport à ce qui était la feuille de route ou la pomme de discorde entre la C14 et le parti au pouvoir. Même s'il y a des discussions politiques togolaises dans lesquelles peut-être le président Ado devrait intervenir, ce n'est plus le format d'avant le 20 décembre. Ce n'est plus le format. Il y a des partenaires ou bien, disons, des protagonistes, ou, ça c'est exagéré. Il y a des acteurs beaucoup plus importants aujourd'hui que la C14 à qui on doit accorder la parole. Ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils sont beaucoup plus à même de discuter des problèmes politiques togolais que ceux qui ne sont pas à l'Assemblée. C'est la règle de la démocratie. Quand on est important, on est à l'hémicycle, on discute des questions importantes à l'hémicycle. C'est au cas seulement où on ne s'est pas entendu qu'on peut faire référence à d'autres compétences qui puissent apporter quelque chose. Nous avons dit sur ce plateau, l'opposition togolaise, elle est importante. Si elle n'existait pas, il fallait la créer. Maintenant, il faut qu'elle joue son rôle. J'espère et j'accorde ma confiance au nouveau chef de file de l'opposition pour qu'il joue. J'espère qu'il va jouer efficacement son rôle de chef de file de l'opposition, de sorte... en parfaite santé pour pouvoir jouer ce rôle. Bon, il a 82 ans, il se porte comme un homme de 82 ans. Ce que nous savons... il n'est pas aussi malade au point de ne pas pouvoir comprendre et discuter. Il n'est pas grabataire. Il n'est pas grabataire, pas du tout. Donc, j'espère qu'il saura jouer le rôle nécessaire qui lui est dévolu pour que l'ensemble de l'opposition se retrouve et collabore sur les questions essentielles avec le pouvoir en place. D'ailleurs, il y a une précision qu'il faut peut-être apporter à beaucoup. Lors de certains de leurs déplacements au Ghana, la C14 a rencontré Gilles Christ Olympio au Ghana, en terre ghanéenne, et ils ont échangé. Ça, on ne l'a pas dit, mais pour certains, c'est peut-être une information qu'on leur rapporte. Maintenant, quand le président Nana Addo dit que les discussions continuent, il le fait seul ou avec Alpha Condé, selon vous? Seul ou Alpha Condé, puisque normalement la médiation est terminée. Oui. Donc, on l'a évoqué, le Togo, le Ghana sont des pays frontaliers. Bon, non, mais là c'est clair dans ses propos, c'est par rapport à la situation politique qu'il parlait. Oui. C'est pas sur les questions de conflit ou les relations bilatérales ou tout ça. Bon, si Alpha Condé aussi veut s'inviter, je crois que de son côté, il fera ce qu'il peut maintenant, quitte aux acteurs de le croire, sinon de les croire. C'est parce que il y a évidemment une crise de confiance, ça a été exprimé, et tout le monde le sait. Et donc, pour moi, cette histoire même de l'Assemblée, c'est comme en RDC. On a voulu essayer de prendre le raccourci, et voilà, le raccourci devient encore, disons, un hérisson dans la gorge. Parce que l'Assemblée là, qui est là, on vient de parler de chef de file de l'opposition que et on ne connaît pas, l'Assemblée qui devait faire ça. Non, on le connaît. Il paraît, Gilles Christ Olympio. Et l'Assemblée qui devait s'attaquer aux problèmes de réforme qui sont très essentiels
mais qui ne l'ont pas encore fait parce qu'ils attendent leur entrée parlementaire. Mais sans leur entrée parlementaire, ils ont posé un acte plus fort qui était de recevoir, disons, le programme du Premier ministre, qui est un acte très important dans la gouvernance parce que... Bon, dans le règlement intérieur, si le règlement le permet... je ne sais pas si ils ont un règlement qui le respecte. Bref, en fait, on continue de déplacer les problèmes au lieu de les affronter. Les problèmes les histoires de réforme, il a dit... Les élections législatives ne faisaient même pas partie des réclamations. C'était la question de candidature de Faure Gnassingbé en 2020 et les réformes constitutionnelles et institutionnelles, la limitation des mandats, le mode de scrutin et autres, qui persistent. Et là, nous sommes déjà en fin février. Et il faut que ça se fasse vite déjà parce que je me dis déjà en tant que... Au fait, un petit analyste, déjà à partir de juin, juillet, ça va commencer encore pas plus. À cause de 2020. À cause de 2020, ça c'est évident. Il a dit il n'y a pas forcément l'opposition est là, mais il peut y avoir d'autres forces émergentes. Il y a des gens qui sont annoncés qui vont rentrer parce qu'ils ont envie de poser forcément de candidats, de partis politiques ou des gens qui vont venir pour dire qu'ils vont créer encore des partis. Il y en a trop et tellement. On va se sortir de ce cycle-là où à chaque élection qui vient, on doit créer une crise pour mettre le pays vraiment, en état d'alerte. Non, mais finalement, on croit que le panier de la réflexion de certains acteurs togolais est tellement aménagé qu'on a besoin de nourrir des crises pour pouvoir faire croire qu'on travaille. À mon avis, j'aimerais revenir d'abord sur les propos de l'ami Constant Lémon. Je suis sûr que, et je le dis souvent sur ce plateau, l'un des régimes les plus organisés en Afrique, c'est le régime que nous avons à la tête du Togo. Ce sont des gens qui sont généralement très humbles. Pourquoi je dis très humbles? Qui sont conscients qu'il faut s'entourer de têtes réfléchies et qui permanemment réfléchissent pour pouvoir. Puisque la politique, quoi qu'on puisse dire, ça peut choquer. Mais c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Donc quand vous êtes au pouvoir, il faut des gens qui vont réfléchir pour sa conservation. S'il le faut, à vitam aeternam, quand ce n'est pas contre à la fois les tests et les institutions du pays. Et donc les gens au sein du NIR réfléchissent. Et ces personnes-là savent que les principaux personnes adversaires, si je peux le dire, ce ne sont pas l'opposition, ou ce n'est pas l'opposition parlementaire aujourd'hui. Ce n'est pas l'UFC avec 7 ou 8 députés, ce n'est pas le net de Diritama. Ils ont tous leur importance. Mais on sait que la C14, ou ce qui reste de la C14, c'est un grand serpent qui dort pour l'instant. Parce qu'il y a eu une période de déception des militants. On peut leur reprocher beaucoup de choses. À un moment donné, ils ont été, à mon avis, saoulés par cette masse populaire-là qui les soutenait. Il y a eu un certain nombre de dates posées qui ont fait que les militants sont aujourd'hui refroidis. Mais la question demeure. Et ça a été la même chose avec le FRAC, qui est beaucoup plus politique. Mais avec le CST, vous avez vu, on a pensé terminer avec le FRAC, les journaux titrés, les bougies du FRAC s'éteignent et qu'on sort. Mais il y a eu le CST, on a cru également terminer avec le CST. Il y a eu la CAP 2015, CAP 2015, Arc-en-Ciel et tout. Le Arc-en-Ciel c'était déjà avant. Donc le groupe des 6, et puis il y a eu la C14. Tant que le problème ou la question ne sera pas réglée de fond en comble, je crois que nous irons de crise en crise. Oui, mais Abel, c'est important, c'est intéressant ce que vous dites, parce que si la question est réglée, on a encore quoi? Si la question de la crise les questions qu'il faut que ces groupes naissent, si c'est réglé, finalement, c'est comme s'il y a des gens qui disparaissent finalement, qui ne peuvent plus trouver matière à exister. Ceux-là qui n'ont pas d'acabit pour pouvoir mener un débat politique. Et c'est là tout l'enjeu, parce que beaucoup disent on n'a pas envie que ça se règle pour continuer par exister. Mais en même temps, je crois que le chef de l'État actuel a de la matière, a quand même des gens qui l'entourent pour pouvoir réfléchir politique, pour pouvoir réfléchir gouvernance. Et donc, si je suis votre ligne, c'est que ceux-là qui ont peur, ce sont ceux-là qui n'ont pas de matière. Alors qu'aujourd'hui, ces personnes-là
même si on ne les désigne pas, parlons C14, moi je suppose que c'est les gens, certaines personnes de la C14 qui n'ont pas de matière à survivre après les réformes. Mais le chef de l'État a vraiment intérêt à les faire disparaître, alors qu'il fasse les réformes. Qu'il fasse les réformes, lui qui a de la matière pour pouvoir s'entourer, et même en dehors de sa matière, s'entourer des techniciens, des spécialistes, mais il va pouvoir demeurer. Et ceux-là qui n'ont pas d'acabit, ceux-là qui n'ont pas de matière pour pouvoir continuer, seront laissés sur le carreau. Mais au fait, vous l'avez dit, celui qui a le pouvoir a tendance à le conserver, pourvu que ça se fasse dans les règles de l'art. Quand vous analysez à fond la scène politique togolaise, vous vous rendez compte, à moins qu'on confonde volontairement les contestataires et les opposants. J'entends par opposition politique les gens qui incarnent, qui ont une vision pour le pays. Effectivement, vous avez posé la question, si les questions de réforme sont réglées, qu'est-ce qui reste qui justifie l'existence des hommes politiques qui ont animé la C14? Pratiquement rien, c'est vide. Le projet de société, la vision politique pour le pays, on ne voit rien. C'est vrai, il y a problème au pouvoir parce que il y a la précarité qui met toute la jeunesse pratiquement dans la rue pour contester. C'est vrai, il faudrait réfléchir et résoudre ce problème. Mais lorsque nous voyons en face du pouvoir, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de pièce de rechange. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que l'opposition soit encore réfléchie, beaucoup plus réfléchie, pour voir quel doit être le fondement de notre opposition dans le pays. J'ai dit et je l'ai répété, si l'opposition n'existait pas, il fallait l'inventer. Mais alors, l'inventer pour jouer un rôle positif pour le pays. C'est très important. Cette précarité dont vous parlez, finalement, moi, je me rends compte que c'est une stratégie de gouvernance. C'est que cette précarité, je pense, est entretenue par le pouvoir. Peut-être vous appelez ça stratégie de gouvernance. Oui, moi, je mets ça sous le dos des options politiques qui n'ont pas porté à long terme. Il y a eu des plans. Non, des plans de développement. Bien sûr, je dis bien, il y a eu des options qui n'ont pas porté à long terme. C'est ça la conséquence. Lorsque nous parlons des jeunes au chômage, ce n'est pas que les jeunes ne sont pas intelligents, mais ils n'ont pas été formés de sorte qu'ils puissent se prendre en charge. La situation, la conjoncture économique actuelle n'avait pas été anticipée. C'est ça le problème. Maintenant, la solution, ce n'est pas une contestation vide, mais ce sont des stratégies qu'il faut définir pour amener cette jeunesse. Et ce n'est pas l'œuvre du pouvoir, mais c'est aussi l'œuvre de l'opposition. Merci beaucoup, Francisco Napokura. Ça finit toujours sur vous. Hein, oui, mais toujours la parole. Sinon, les projets qui ont échoué, c'est la faute de gouvernance. On aura le temps de celui qui gouverne, c'est normal que ça échoue, qu'il l'assume. C'est normal. C'est normal, mais il faut...